Bonjour à tous, bonsoir à tous pour ce premier webinaire de la SS2H pour cette année. Je vais commencer par déjà vous présenter tous nos meilleurs vœux, enfin une année un peu plus sereine pour tout le monde, hein, de la part de tous les membres de la SS2H, membres actifs du conseil scientifique et du conseil d'administration, de notre président, et vous remercier pour nous rejoindre nombreux, hein. Vous êtes 403 inscrits à ce webinaire, ce qui est vraiment très bien. Alors, c'est vrai que les webinaires, c'est un format qui est maintenant de plus en plus utilisé, un format qui est extrêmement pratique. On va vraiment reproduire l'expérience pour traiter des sujets pratico-pratiques et d'actualité, comme ce soir. Donc, on va parler Covid avec deux aspects particuliers. L'un, la vaccination, vu que c'est le point le plus aigu actuellement en termes de prise en charge, de lutte contre la pandémie. Et donc, c'est le professeur Odile Launay qui est infectiologue à Paris et qui est en charge d'un centre d'investigation clinique sur la vaccination qui va nous parler de cette vaccination. Je pense que le point va être très intéressant et informatif pour tout le monde. Et il y aura un deuxième exposé qui va être traité par Dr Pierre Parnex, que normalement, je ne présente plus un autre qui est responsable du CEPIA de Nouvelle-Aquitaine, ancien président de la Société française d'hygiène SFLR, donc, et qui est aussi membre de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques, une mission qui est pilotée par professeur Didier Pité. Et donc, on a demandé à Pierre de bien vouloir aborder les stratégies de contrôle de la pandémie, et on est curieux de voir comment Pierre va se débrouiller de ce sujet pour un peu nous montrer les pistes possibles de gestion de cette pandémie. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va laisser vraiment beaucoup de place aux présentations et surtout aux échanges. Et donc, je suis avec ma complice Sarah Romano-Bertrand, qui est de Montpellier, qui va m'aider à animer et surtout à gérer vos questions pour les transmettre aux orateurs et rendre le temps d'échange le plus profitable possible. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. Et donc, je vais donner la parole au professeur Odile Launay pour traiter la vaccination. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je vais tenter de faire en 20 minutes, pour laisser la place aux questions, un petit tour d'horizon de où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la vaccination Covid-19, avec beaucoup de questions qui restent encore aujourd'hui en suspens. Donc, je suis infectiologue, je m'occupe d'un centre d'investigation clinique qui est dédié à la recherche vaccinale, et donc je travaille en lien assez étroit avec les industriels, puisque les études que nous menons sont pour moitié des études à promotion académique et pour moitié des études à promotion industrielle, mais j'ai aucun lien direct avec les industriels pour ce qui concerne le développement de leur vaccin Covid. Alors, si on essaye de reprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant ce développement, on voit que, en quelques dates, c'est un développement complètement inédit, puisque le 31 décembre 2019, on se souvient que la déclaration à l'OMS de la survenue d'une épidémie de pneumonie d'allure virale, d'étiologie inconnue. Dès le 9 janvier, les autorités sanitaires chinoises et l'OMS annoncent qu'ils ont mis en évidence l'agent étiologique, donc un nouveau coronavirus de la famille des coronavirus bêta, qui a d'abord été appelé le nouveau coronavirus 2019 et qui a très vite été renommé le SARS-CoV-2, compte tenu de ses homologies avec le coronavirus en cause dans le SARS en 2013. La séquence complète du génome du coronavirus est transmise par les autorités chinoises dès le 11 janvier. Et 2 mois plus tard, va démarrer le premier essai chez l'homme, en l'occurrence un essai qui était conduit par Moderna, donc avec un vaccin à ARN sur lequel on va revenir. 3 semaines plus tard, on recensait déjà plus de 100 candidats vaccins, dont 5 étaient en développement clinique. Et le 27 juillet, 2 essais de phase 3 ont démarré, donc 2 essais avec des vaccins ARN messagers
donc une rapidité absolument extraordinaire. Le 9 novembre, on a eu les premiers résultats d'efficacité qui ont été communiqués d'abord sous la forme de communiqué de presse par le laboratoire BioNTech Pfizer, et la première autorisation, donc toujours pour ce vaccin développé par Pfizer et BioNTech, était donnée par les autorités sanitaires anglaises qui ont tout de suite commencé à vacciner dans la foulée, puisque le 8 décembre, ils ont démarré leur vaccination. Alors au 18 janvier, donc hier, il y avait presque 300 candidats vaccins qui étaient recensés par l'OMS. Donc on peut se demander ce que vont devenir tous ces candidats vaccins. Ça pourra faire l'objet de questions. Et 70 d'entre eux font l'objet d'essais cliniques, donc un nombre d'essais cliniques absolument considérable. 20 candidats vaccins sont en phase 3, donc sont en train de mesurer l'efficacité. 12 ont déjà une autorisation d'utilisation et sont utilisés. Et pour l'Europe, donc on a 2 vaccins qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, c'est-à-dire qui nécessite de pouvoir bénéficier au fur et à mesure de résultats complémentaires. Le premier, donc, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui a eu une autorisation de mise sur le marché le 23 décembre, et puis le vaccin Moderna, donc 2 vaccins ARN messagers. Le vaccin Moderna, donc une autorisation le 6 janvier, et on attend pour la fin janvier, on n'a pas encore la date, une 3e autorisation qui concerne le vaccin développé par l'université d'Oxford avec AstraZeneca, dont je vais vous parler aussi. Donc en France, comme dans le reste de l'Europe, la vaccination est démarrée un dimanche, donc le 27 décembre, ce qui a rendu les choses relativement difficiles. Et le bilan hier soir faisait mention de 480 000 personnes vaccinées et d'1 650 000 doses de vaccins reçus, majoritairement donc pour 1,5 million de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Alors c'est évidemment un développement absolument exceptionnel à la vitesse de l'éclair, comme le mentionne l'opération Warp Speed, qui est l'opération mise en place aux États-Unis pour le développement de ces vaccins, puisqu'il y a eu 6 mois entre la déclaration de l'épidémie et la mise en place des essais de phase 3. Habituellement, il faut 10 ans pour développer un vaccin, donc là, c'est vraiment un développement express. Moins de 11 mois pour avoir des premières données d'efficacité clinique, et puis finalement, même pas 1 an avant de démarrer la vaccination. Alors, ça fait évidemment poser des questions, mais en fait, il y a différents motifs à cette accélération. C'est d'une part les progrès absolument considérables dans le domaine de l'immunologie, de la virologie. C'est aussi, et c'est pour ça qu'on a ces vaccins les premiers, c'est en fait l'existence de technologies vaccinales qu'on appelle maintenant les plateformes vaccinales, qui ont été développées antérieurement pour d'autres applications et qui avaient été ciblées comme étant adaptées en cas de maladie infectieuse émergente pour pouvoir très rapidement construire un candidat vaccin et le tester en clinique. Donc c'est ça qui explique qu'aujourd'hui on a ces vaccins ARN messagers et ces vaccins vectorisés qui sont très faciles à produire une fois qu'on a identifié l'agent infectieux en cause dans l'épidémie. On avait aussi, les chercheurs avaient aussi identifié lors des épidémies de SARS et de MERS, donc avec des coronavirus, que la protéine spike d'enveloppe du virus était la protéine qui permettait d'induire une réponse immunitaire potentiellement protectrice. Et puis, il y a eu bien sûr une mobilisation absolument exceptionnelle à la fois des équipes de recherche, mais aussi des États, en particulier des États-Unis, pour le financement. Les Américains ont financé 6 vaccins, le développement de 6 vaccins qu'ils avaient identifiés comme étant prometteurs avec des financements qui vont jusqu'à 2 milliards de dollars. On a pu aussi observer donc une mobilisation très importante des participants en recherche, avec des dizaines de milliers de participants qui sont rentrés dans les essais dans un délai extrêmement court, permettant d'avoir très rapidement des données. Et puis, il est remarquable aussi de voir que, avant même qu'on ait les résultats des essais cliniques, les capacités de développement industriel et de la production étaient mises en place, ce qui a permis, le jour quasiment où on a eu les autorisations, de pouvoir démarrer la vaccination, même si on peut aujourd'hui
trouvé qu'on n'a pas le nombre de doses attendues dans un délai qui nous paraît suffisant. Alors, je ne vais pas avoir le temps de revenir sur les technologies vaccinales, mais sur ce petit schéma ici, on voit en orange et en rouge la part des vaccins classiques, j'allais dire, donc soit des virus inactivés, soit ici des vaccins sous-unitaires, avec en particulier donc, la possibilité de protéines recombinantes, mais on voit aussi ces technologies, ces plateformes plus récentes, plus innovantes, qui sont donc les vaccins acides nucléiques et les vaccins vectorisés, qui sont aujourd'hui les vaccins qui sont les plus avancés et qui sont utilisés pour vacciner pour ce qui est de l'ARN messager. Donc, juste un petit mot pour dire que l'ARN messager, on n'avait jusqu'à présent aucun vaccin disponible utilisant cette technologie. C'est la première fois que ce type d'approche vaccinale conduit à une mise sur le marché. Et c'est une révolution de la vaccinologie, puisqu'au lieu d'administrer l'agent infectieux ou une sous-unité de cet agent infectieux, en fait, on utilise l'ARN qui nous intéresse pour faire produire à nos propres cellules, ici les cellules musculaires, la protéine d'intérêt qui, dans le cadre de ce vaccin, est la protéine S. Et puis donc les vaccins vectorisés, ces vaccins-là sont un petit peu plus anciens dans leur développement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup utilisé cette approche en particulier pour la recherche vaccinale VIH. Il existe déjà des vaccins qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui sont principalement les vaccins Ebola, avec 2 vaccins disponibles, un vaccin développé par Merck et un vaccin développé par Janssen. Et puis, dans une technologie qui se rapproche, le vaccin de la dengue développé par Sanofi Pasteur qui utilise un vecteur qui est la souche vaccinale de la fièvre jaune. Donc l'objectif là, le principe, c'est qu'on prend un vecteur qui n'est pas pathogène pour l'homme, qui est bien caractérisé pour à la fois ses capacités immunitaires et pour ses données en termes de sécurité. Et puis on va introduire dans son génome les gènes, les gènes qui nous intéressent pour induire une réponse immunitaire contre l'agent infectieux pour lequel on souhaite développer une protection. Alors, au 18 janvier, donc, on a 10 vaccins autorisés donc, qui sont représentés sur cette figure ici. Donc, quels sont ces vaccins qui sont disponibles, qui sont utilisés? Ce sont les 2 vaccins ARN messagers dont on a déjà parlé. Ce sont 3 vaccins vectorisés donc, qui utilisent ces vecteurs viraux, le vaccin d'Oxford, de l'université d'Oxford, dont je vais reparler, le vaccin développé par l'Institut de recherche russe, Sputnik 5, dont je vais dire un tout petit mot, et puis un vaccin vectorisé qui utilise un adénovirus qui est développé par un laboratoire chinois. On a ensuite 4 vaccins inactivés ici qui sont les vaccins développés par les Chinois exclusivement, et puis un vaccin qui utilise une protéine recombinante et qui est le vaccin qui est utilisé actuellement en Inde. Donc ensuite, si vous regardez les vaccins qui sont en phase 3, on voit ici qu'il y a une vingtaine de vaccins en phase 3, d'autres vaccins ARN messagers, dont un vaccin qui est développé par CureVac, des vaccins ADN également qui sont en phase 3, d'autres vaccins vectorisés, des vaccins inactivés encore qui arrivent, des vaccins sous-unitaires protéiques et puis un vaccin ici virus-like particle. Donc on voit ici le nombre d'essais qui est évidemment extrêmement important. Pour ces vaccins-là qui sont en phase 3, on aura des données d'efficacité versus placebo. La question se pose pour les vaccins qui sont moins avancés de savoir comment ils pourront réaliser leur phase 3 dans la mesure où on a déjà des vaccins disponibles. Donc, il y aura très probablement des recommandations de la part des autorités réglementaires pour réaliser ces essais. Alors, des données maintenant, quelles sont les données disponibles? Peut-être d'abord en termes d'efficacité. Donc ici, vous avez les données qui correspondent aux données pour le vaccin Pfizer-BioNTech et ici pour le vaccin Moderna. Ces vaccins sont très très proches. C'est exactement la même technologie. Ils reposent d'ailleurs sur le même brevet avec des efficacités précoces qui sont tout à fait comparables, de l'ordre de 95%, qu'on soit avec le vaccin Pfizer ou le vaccin
Moderna. Et ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est pour ça que je l'ai mise ici, c'est qu'on voit que cette efficacité, elle s'observe dès la deuxième semaine après la première injection. Donc vous avez en bleu ici les données qui concernent Moderna. Donc Moderna, c'est 2 injections à 4 semaines d'intervalle, donc à J0 et à J28. Et vous avez en bleu donc les participants du groupe, du groupe placebo, puis en bleu plus clair dans le groupe vacciné. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'en fait, on a une efficacité, et je vous montrerai sur d'autres graphes, dès la deuxième semaine après la première injection. Alors évidemment, c'est difficile de dire combien de temps ça dure, puisqu'ils ont tous reçu la deuxième dose à 4 semaines, mais c'est des éléments qui sont actuellement étudiés de très très près par la Haute Autorité de Santé pour proposer de décaler la deuxième dose et permettre de vacciner un plus grand nombre de sujets à risque. On voit exactement la même chose ici en rouge avec le vaccin Pfizer. Donc, vous voyez que là aussi, hein, en rouge clair, c'est les participants qui ont reçu le vaccin. Ici, c'est le placebo. Et donc là aussi, on a une efficacité qui démarre dès le 10e, 14e jour après la première dose. Mais là aussi, tous ont reçu une deuxième dose à 3 semaines. Alors ensuite, si on regarde un petit peu les différences, donc je vous ai dit en termes d'efficacité, on n'est pas très différent. Le nombre de cas sur lequel ils ont fait l'analyse est un petit peu plus élevé chez Moderna, et en particulier, ils ont plus de cas graves. Donc ça donne un petit peu plus d'informations sur la protection contre les cas graves. Pfizer a une AMM à partir de 16 ans, puisqu'ils ont inclus des participants dès l'âge de 16 ans. Et les doses sont un peu différentes, 30 microgrammes pour Pfizer, 100 microgrammes pour Moderna. Dans les deux cas, c'est des flacons multidoses, ce qui rend un tout petit peu complexe l'organisation de la vaccination, d'autant que c'est des vaccins qui doivent être gardés congelés. Et une fois que la dose est ouverte, eh bien, on a 6 heures pour utiliser soit les 5 doses ici, soit les 10 doses ici pour Moderna. Donc évidemment, c'est en termes de logistique compliqué, et ça justifie que ça se fasse de préférence dans des centres de vaccination, ce qui évidemment a rendu difficile la mise en place de cette campagne de vaccination. Voilà, donc tous les deux sont, je vous l'ai dit, c'est les mêmes vaccins quasiment, hein. Ce qui est intéressant avec Moderna, c'est qu'ils ont des données sur la stabilité du vaccin à température du frigidaire pendant 30 jours, donc ça rend plus facile la logistique de ce vaccin, mais on est aussi donc dans des problématiques de flacons multidoses. Alors sur cette diapositive, donc figurent les résultats cette fois-ci pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Donc on voit ici cette efficacité de 95% avec un intervalle de confiance qui est tout à fait important, intéressant, entre 90 et 98%. Puis on voit ce que je vous disais ici, hein, c'est-à-dire qu'on a une efficacité du vaccin qui apparaît dès le 14e jour, dès la deuxième semaine après la première vaccination. Alors, on a également des données qui sont très importantes et qui n'étaient pas forcément attendues, qui sont que ces vaccins semblent très efficaces également chez les sujets plus âgés, hein, avec ici, donc chez les plus de 65 ans, une efficacité vaccinale qui est calculée à presque 95%, avec un intervalle de confiance qui est plus large parce qu'il y avait moins de sujets de plus de 65 ans. Mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, en particulier avec la vaccination antigrippale, il semble que ces vaccins restent efficaces, y compris chez les sujets plus âgés. Et ça correspond aux données qu'on avait vues en termes de réponse immunitaire lors des publications des essais de phase 1. Ici sont présentés cette fois-ci les résultats donc, de l'essai Moderna. Là aussi, une publication dans le New England Journal Medicine juste avant la fin de l'année. Je vous ai dit tout à l'heure, 94% donc, sur la population globale, avec un intervalle de confiance qui va de presque 90% à 97%. Et là aussi, une efficacité tout à fait satisfaisante chez les sujets de plus de 65 ans, même si on a une efficacité qui semble un petit peu moindre que ce qu'on a dans la population plus jeune. Mais 86% d'efficacité chez les gens de plus de 65 ans, c'est tout à fait acceptable. C'est même bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer.
Alors, en termes de sécurité, on commence maintenant à avoir pas mal de recul puisqu'on estime qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui ont reçu ces vaccins dans le monde. On a, j'ai pas détaillé parce que ça n'a pas un intérêt extrême, on a des réactions locales et générales qui sont peut-être un tout petit peu plus fréquentes avec les vaccins qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui ne présentent pas de problème particulier. Par contre, il est apparu assez rapidement, ce qui n'avait pas été vu dans les essais, qu'il y avait un risque d'anaphylaxie qui était environ 10 fois plus fréquent que ce qu'on a l'habitude de voir avec les autres vaccins, donc environ 1 pour 100 000 personnes vaccinées. Donc l'élément en cause, c'est une substance qui est le polyéthylène glycol, qui est utilisée en fait pour stabiliser la capsule lipidique qui entoure l'ARN messager, qui est nécessaire pour le protéger d'une part et pour permettre l'entrée de l'ARN messager dans la cellule. Et ce qui est rapporté, c'est que ces réactions anaphylactiques donc graves, mais toutes transitoires, sont observées essentiellement chez les personnes qui ont des antécédents allergiques sévères, mais peuvent être observées aussi chez des gens qui n'ont pas d'antécédents, et donc ça justifie de garder en surveillance les personnes vaccinées et d'avoir à proximité le matériel en cas de survenue d'une réaction allergique grave. Alors, je vous ai déjà parlé de cette question d'une dose versus 2 doses. Pourquoi les avis sont assez partagés finalement de passer à 1 dose et puis finalement de décaler la 2e dose quand on aura plus de vaccins? C'est parce qu'en fait, sur les données donc, qui ont été publiées en termes cette fois-ci de réponse immunitaire, on voit très bien que les données observées ici 3 semaines après la première dose et juste avant la 2e dose montrent des concentrations en anticorps qui sont relativement faibles, quand on compare surtout ici au titre en anticorps de plasma de convalescents, et que la 2e dose apporte un plus absolument énorme sur ici la concentration des anticorps neutralisants. Alors même si on ne connaît pas aujourd'hui de corrélat de protection, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est rassurant vis-à-vis de l'immunité conférée par ce vaccin et potentiellement de la progression, et c'est d'autant plus vrai chez les sujets de plus de 65 ans. Donc on a aujourd'hui un débat de savoir si finalement, en dépit de ces données d'immunogénicité et compte tenu de ce qu'on voit sur l'efficacité, il ne serait pas possible de décaler cette 2e dose afin de protéger un plus grand nombre de sujets dans l'attente d'avoir d'autres doses disponibles. Alors, il y a aussi des questions sur la persistance de la réponse. Les données dont on dispose aujourd'hui sont des données à court terme, après la vaccination, à un moment où les titres en anticorps sont les plus élevés, mais on a des données ici publiées par Moderna qui montrent qu'à 4 mois, et quelle que soit la tranche d'âge, il semble que les anticorps persistent. Donc, plutôt des données encourageantes, même si, encore une fois, comme je le disais, on a aujourd'hui pas de données sur les corrélats de protection. Il y a sûrement les anticorps neutralisants, mais il y a aussi probablement l'immunité cellulaire. On parle beaucoup de l'effet de ces vaccins sur la transmission. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les données que ça ne marche pas sur la transmission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de données sur la transmission parce que les essais n'ont pas été faits pour répondre à cette question sur la transmission. Il aurait fallu suivre tous les participants et les prélever de façon systématique, alors que dans ces essais, ce qui a été fait, c'est de prélever les gens qui étaient symptomatiques. Donc, on n'a quasiment aucune donnée sur la transmission. On a quand même ces données qui sont évidemment très préliminaires, mais dans l'essai de Moderna, les participants étaient prélevés par prélèvement nasopharyngé avant la 2e dose, et ils ont regardé ce qui se passait chez les asymptomatiques, et on a vu que il y avait 3 fois moins de prélèvements positifs chez les asymptomatiques qui avaient été vaccinés par une seule dose de vaccin par rapport à ceux qui avaient reçu le placebo. Donc c'est évidemment pas la preuve de l'efficacité, mais c'est un élément indirect de cette protection. Alors, les grosses questions aujourd'hui, c'est les questions de savoir si ces nouveaux variants qui émergent et qui inquiètent tout le monde parce que d'une part, ils sont beaucoup plus transmissibles, mais parce qu'également, ils pourraient échapper à l'immunité vaccinale. Donc, on a pour l'instant des données qui sont très préliminaires, mais autant on était rassurés par les données qui ont été publiées en fin de semaine dernière par les laboratoires Pfizer, qui montraient que l'activité neutralisante du sérum de personnes vaccinées était équivalente
sur les 2 souches, ici le variant du Royaume-Uni avec cette mutation Y501 sur la protéine spike, autant ici, les données qui viennent d'être disponibles montrent qu'on a une bien moins bonne efficacité, une bien moins bonne neutralisation des anticorps vaccinaux sur cette souche qui comporte donc cette mutation B117 qui est la mutation sud-africaine. Donc aujourd'hui, on est dans une inquiétude de savoir si ces vaccins vont finalement permettre de contrôler les nouvelles souches qui ne vont pas manquer d'arriver et de pouvoir tout mettre en place pour limiter l'arrivée de ces nouvelles souches. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme données concernant AstraZeneca? Donc là, on n'est plus dans le cadre d'un vaccin ARN messager, puisque c'est un vaccin vectorisé. Le vecteur, c'est l'adénovirus de chimpanzé. L'avantage majeur de ce vaccin, c'est qu'il se conserve à 4 degrés. C'est malheureusement aussi des multidoses, et ces flacons multidoses doivent également être utilisés dans les 6 heures. Donc ce vaccin-là est déjà largement utilisé au Royaume-Uni, où il a eu une autorisation de mise sur le marché. Et je vous l'ai dit, on attend l'autorisation de mise sur le marché pour la fin du mois de janvier en Europe. Alors, on a des données en termes d'efficacité, les données actuellement publiées, mais les laboratoires ont de nouvelles données qui sont actuellement pas disponibles et qui ont été soumises pour l'AMM, où ils ont fait en fait une protection, ils ont calculé une protection combinée qui est estimée à 70%, mais qui combine des données d'efficacité d'un groupe de participants qui a reçu une demi-dose suivie d'une dose complète et surtout avec un espacement des doses d'environ de médiane 84 jours, parce qu'ils ont prévu la deuxième dose dans un deuxième temps. Et après, ils sont partis donc en phase 3 avec 2 doses, pleine dose, à 4 semaines d'intervalle. Et donc, en fait, leur efficacité combinée, elle est de 70%, mais quand on regarde l'efficacité des 2 doses pleines à 4 semaines, ils sont à 62%. Et avec une efficacité qui semble plus élevée lorsque les doses sont en fait plus espacées. Donc il est très probable qu'ils demandent une autorisation avec un espacement des doses plus important, puisque l'hypothèse ici est probablement qu'il faut espacer les doses avec ce vecteur. Deuxième inconvénient, c'est que dans ces essais, très peu de données sont disponibles chez les sujets plus âgés. Je n'ai pas le temps ici de vous le montrer, mais on peut le voir ici, hein, il y a quasiment aucun sujet de plus de 70 ans, et même chez les 55-65 ans, le nombre de données est faible et l'efficacité est plus faible dans la population plus âgée que dans la population plus jeune. Donc il y a une question de savoir comment va être délivrée l'AMM. Est-ce qu'elle va être pour l'adulte de façon générale? Est-ce qu'elle va être chez les moins de 55 ans? Et puis, est-ce qu'on va avoir des recommandations préférentielles finalement pour ces vaccins qui semblent moins efficaces que les ARN messagers? Alors Janssen, c'est le vaccin qui arrive derrière. Donc je vois le temps passe, donc je ne vais pas vous le détailler. Les résultats, les premiers résultats ont été publiés en fin de semaine dernière. C'est des résultats d'une phase 1-2, mais je vais vous montrer que la phase 3 est déjà en cours. Et ces résultats sont très importants parce qu'ils montrent, si on regarde ici en termes de neutralisation, que les résultats en anticorps sont obtenus dès la première dose avec des concentrations en anticorps qui sont tout à fait satisfaisantes, et ce, quelle que soit la tranche d'âge. Alors, ils ont regardé 2 doses de vaccins différents, une faible dose, une forte dose. La forte dose fait un petit peu mieux, mais finalement, ils ont des bons résultats avec la faible dose. Et donc, ils sont partis en phase 3 avec la faible dose, d'autant qu'ils ont des données ici qui sont également intéressantes en termes de réponse cellulaire, et que quand on regarde la réactogénicité, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il semble quand même qu'il y ait plus de réactogénicité, ce qu'on voit ici pour la vaccination avec la forte dose qu'avec la faible dose. Donc, ils ont 2 gros essais de phase 3, un essai de phase 3 dont on devrait avoir très prochainement les résultats, qui évalue la possibilité, l'efficacité avec une seule dose. Donc, évidemment, si on avait un vaccin en une dose, ça serait formidable. Et puis, un deuxième essai qui a démarré dans la France, auquel la France va participer, on espère très vite, où ils vont évaluer la possibilité de faire 2 doses, mais cette fois-ci à 8 semaines d'intervalle, pour mesurer si les 2 doses permettent d'avoir une protection plus prolongée.
très vite d'autres résultats. Ici, c'est le fameux Sputnik 5, dont Poutine a dit que c'était le meilleur vaccin au monde. Leur approche est assez intéressante puisqu'en fait, c'est deux vaccins vectorisés, mais avec deux adénovirus différents, donc qui potentiellement permettent d'améliorer la réponse vaccinale. Il n'y a pas de publication et ils ont communiqué sur une efficacité de l'ordre de 91,4%. L'autre vaccin qui a fait beaucoup parler de lui aussi, c'est le vaccin chinois. C'est un vaccin inactivé avec de l'aluminium. Les Chinois ont d'abord parlé d'une efficacité de 79%, puis vous avez dû voir récemment dans la presse état de 50% au cours d'un essai qui a été réalisé au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vaccin qui est attendu à court terme en Europe? Donc, on a déjà parlé du vaccin AstraZeneca. Je vous ai parlé du vaccin Janssen, avec, si les résultats sont positifs, ce qu'on peut penser, anticiper, on aura probablement ce vaccin à disposition fin février, voire début mars. Et puis CureVac, qui est un vaccin allemand, toujours un vaccin ARN messager, dont l'essai de phase 3 a démarré à la fin de l'année 2020, et un vaccin qu'on pourrait espérer avant l'été 2021. Sanofi GSK, malheureusement, ils sont partis sur une approche classique avec une protéine recombinante et un adjuvant qui était l'adjuvant de GSK, mais ils ont eu des problèmes dans la purification de leur antigène, qui fait qu'ils ont à la fois un défaut d'immunogénicité, en particulier chez les sujets plus âgés, et des problèmes de réactogénicité. Donc, ils ont dû revoir leur formulation et redémarrer leurs essais. Pour terminer, deux mots de la stratégie vaccinale française, donc, qui a été publiée le 30 novembre, qui identifiait comme priorité de réduire la mortalité et la morbidité attribuables à la maladie, mais aussi de maintenir les activités essentielles du pays, avec une vaccination qui était prévue en 5 phases différentes, prenant en compte à la fois l'âge, l'exposition au virus et des comorbidités. Et donc la phase 1 qui devait durer 1 mois, a démarré le 27 décembre, et vous savez que finalement, on est très vite passé sur la vaccination des professionnels âgés de 50 ans et plus, ou avec des comorbidités, et puis depuis hier, la possibilité de vacciner les personnes de plus de 75 ans et des populations considérées comme à très haut risque de complications, comme les dialysés et les transplantés. Et on se retrouve aujourd'hui avec finalement la question de savoir comment on peut accélérer les choses compte tenu de l'intensification probable de la circulation du virus en rapport avec le variant anglais en particulier. Voilà, donc je vous ai mis ici quelques courbes. Donc on voit ici la France qui est en vert, qui a mis très longtemps avant de démarrer, mais maintenant ça y est, on est parti. Et si on regarde donc ici le nombre de doses administrées pour 100 personnes, bon, la France est encore un petit peu loin, on est ici à 0,74 avec Israël qui est le plus avancé puisqu'ils ont eu une politique de vaccination intensive qui leur permet déjà de voir une diminution du nombre de cas dans la population vaccinée. Malgré tout, il reste encore beaucoup de questions. On aura probablement plusieurs vaccins disponibles. Il y avait 6 vaccins qui ont fait l'objet de préachat de doses au niveau européen. Ceux qu'on a, ce sont ceux qui ont été développés le plus rapidement, c'est-à-dire les 2 ARN messagers et les vaccins vectorisés qui vont arriver. Les difficultés, elles sont majeures en termes d'approvisionnement et de logistique. C'est vrai que c'est quand même très compliqué de lancer cette campagne de vaccination. On peut peut-être penser que ça n'a pas été vraiment parfaitement anticipé. Et puis, il y a beaucoup de questions de recherche. L'effet sur le portage et la transmission, ça paraît quelque chose de très important. Il y a toutes les questions sur le maintien de la protection à moyen et long terme et la nécessité de revaccination. Aujourd'hui, on n'a pas de données spécifiques sur la vaccination des personnes qui ont été préalablement infectées avec une infection symptomatique, même s'il y a eu des personnes avec une sérologie positive à baseline dans les essais. Finalement, on a très peu de données sur ces personnes-là. Il y a toute la question de l'immunogénicité, de la sécurité dans des populations particulières, plus spécifiquement les immunodéprimés. Donc en France, on est en train de travailler sur la mise en place rapide de corps dans ces populations-là. Est-ce qu'il va y avoir un vaccin plus adapté à une population? Par exemple, est-ce qu'on va plutôt garder les vaccins ARN messagers pour les personnes qui répondent habituellement moins bien, donc les immunodéprimés ou les personnes plus âgées? Et puis, il y a évidemment une question sur
la sécurité et dernier point, l'efficacité de ces vaccins sur les variants qui vont arriver et quel va être l'impact aussi de l'immunité vaccinale sur finalement l'émergence de ces variants. Voilà, et je crois que j'ai fini, je vais passer là-dessus. Merci beaucoup Odile pour cette présentation très très riche, très complète qui répond à plein de questions qu'on a déjà reçues un petit peu de la part des participants à ce webinaire. Peut-être une question qui est à la limite de la stratégie. Nos collègues anglais annoncent qu'ils vaccineraient volontiers 2 doses avec 2 vaccins différents. Est-ce qu'il y a des données sur ce point et est-ce que ça pose un problème éventuel? Alors, il n'y a aucune donnée parce que les industriels se sont évidemment occupés de développer chacun son propre vaccin. Mais il y a une certaine logique qui, en particulier, on a vu que probablement AstraZeneca aura une efficacité qui va être moindre. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'on pourrait faire vacciner un plus grand nombre de personnes avec l'ARN messager et puis après revenir avec une deuxième dose avec un vaccin vectorisé, par exemple. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Dans la mesure où on a démarré un peu tard, on va bénéficier de l'expérience de nos voisins qui sont confrontés à une situation épidémique absolument catastrophique. C'est la même chose pour la première dose. Hein. On est très intéressé de savoir comment ça va se passer dans les pays qui vaccinent avec une seule dose et qui ont décalé la première dose. La deuxième dose, c'est le cas du Royaume-Uni, mais c'est le cas aussi du Canada. Donc, on n'a pour l'instant aucune donnée sur les combinaisons de vaccins, mais c'est évidemment un point important. Tu nous as dit, Odile, qu'un des défis majeurs, c'était le défi logistique, hein. Mettre à disposition des vaccins qui se conservent dans des conditions quand même très sévères. Est-ce que le fait de proposer la vaccination à des patients hospitalisés qui rentrent dans la liste, les critères d'éligibilité à la vaccination, mais de le proposer à des patients qui sont hospitalisés parce que finalement ils sont là dans un contexte où on a peut-être une logistique plus facile, est-ce que cette piste a été explorée? Oui, alors nous, c'est ce qu'on nous a proposé à la PHP, en particulier avant que ça soit ouvert au grand public, parce qu'il arrivait tous les jours qu'il reste des doses. Donc, on avait la possibilité soit d'ouvrir à des soignants de moins de 50 ans sans comorbidité, ce qui a été fait, soit de pouvoir proposer de vacciner dans les services. Alors, le problème, c'est qu'on n'aime pas vacciner les gens qui sont dans une situation un peu instable, en particulier quand il y a de la fièvre. Hein. L'habitude, c'est de ne pas vacciner quelqu'un qui est hospitalisé pour un problème infectieux ou qui. Donc, on n'est peut-être pas très à l'aise, mais moi, je pense que c'est une très bonne solution et que ça facilite les choses. Mais voilà, pour l'instant, ça reste. C'est des recommandations d'un jour qui peuvent changer le lendemain. Là, je sais qu'on a eu le conseil, enfin même la demande de plus vacciner les patients hospitalisés. D'accord. J'ai une dernière question éventuellement très, très rapide. La stratégie dans les différents pays a varié entre vacciner les personnes fragiles, vacciner les professionnels de santé. C'est plus une question de stratégie qu'une question de vaccination pure et dure. Quel est le regard que tu portes sur ces différentes stratégies? Alors, ça dépend de quel côté on se place. L'impression qu'on a quand même aujourd'hui, c'est que l'exposition au virus dans le cadre du soin est bien moindre de ce qu'on a pu observer au cours de la première vague, où on avait très peu de matériel de protection vis-à-vis du virus, et que finalement les soignants se contaminent plus dans le cadre de leur activité familiale ou sociale ou voire même à l'hôpital au moment des pauses que lorsqu'ils sont en contact avec les patients. Donc, il y a évidemment après la question de savoir si on veut protéger les soignants pour protéger notre système de soins et faire qu'on n'ait pas trop d'absentéisme. Mais si vraiment on veut limiter finalement la morbidité, la mortalité, moi je prône beaucoup plus pour une vaccination des gens fragiles pour lesquels aujourd'hui on identifie des situations où la mortalité en cas d'infection est extrêmement élevée. Donc, mais il y a une discussion vis-à-vis de ça et on n'a pas tous la même sensibilité. Merci beaucoup. Thierry, je te repasse la main. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat. Sarah, tu as eu des questions qui sont venues?
Rien de plus que ce qui a été dit, hein. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, le temps passe très vite, hein. Enfin, merci beaucoup, Madame Launay, pour cette présentation qui est extrêmement. C'est vrai que 20 minutes, on pourra en parler des heures, hein. C'est tellement intéressant et passionnant. Je propose que, bon, on va passer au deuxième sujet. Et je vais passer la parole à Pierre Pardex pour nous parler justement, ça va être la suite logique, hein, des stratégies de contrôle de la pandémie. À toi, Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, chers camarades. Donc, bonsoir à tous. Donc, on va attaquer ce sujet pas simple. Alors, la première chose qu'il faut, je vois que ça arrive doucement, c'est avoir une stratégie. Déjà, c'est la première chose. Avant de passer dans l'opérationnel, définissez une stratégie. Donc là, je vous ai montré sur une diapositive qui va apparaître l'activité qu'on a fait avec nos camarades du CEPIAS. On a fait l'activité du premier semestre, histoire de valoriser un petit peu le travail des spécialistes, de certains spécialistes de la prévention. Et par exemple, au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, on se dit, on est grand 2 fois comme la Suisse, la région, on a 1300 structures de soins, on va être sollicité de toutes parts, même hors soins. On est 6,5, on sait faire du conseil, de l'expertise et de l'information. Comment on fait? On a dit, ben, on ne va pas se déplacer dans les structures, sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc on a renoncé à ça, mais ça nous a permis au moins de traiter toutes les demandes dans un temps très raisonnable. Donc c'était notre stratégie. Globalement, en prévention du risque, on le sait, on connaît que nos épidémies de PC, de Galles, il faut être offensif, mais on ne l'est jamais assez, parce qu'on est toujours un peu résistant à ça. Donc, ne pas hésiter, il faut attaquer fort d'emblée. Là, vous voyez juste l'exemple d'un pays qui a très bien fonctionné, c'est le Vietnam. Donc, le Vietnam, honnêtement, février, ils ont 6 cas. Ils mettent en quarantaine 10 000 personnes pendant 14 jours. Moi, quand je vois ça, je me dis, les gars, ils sont vraiment gonflés. Non, en fait, ils étaient juste bons. Vous voyez l'épidémie qu'ils ont eue au Vietnam n'a pas dépassé 50 cas par jour. Donc, il y a eu des stratégies meilleures que d'autres. Après, il est indéniable, si on regarde les statistiques de mortalité, vous avez le site Euromomo qui vous montre l'excès de mortalité, le Z-score hebdomadaire. Tous les pays ne sont pas à la même enseigne. Et à la fin, il y aura des différences assez marquées. Vous voyez sur la droite de l'écran, vous avez la première puis la deuxième vague de l'année 2019-2020. Forcément, ça sera différent. Alors, on se focalise beaucoup sur la gestion, mais il faut savoir aussi que c'est le reflet de l'état d'une société à un moment donné, de sa santé au sens large du terme, et en particulier aussi de ses états d'inégalité sociale, les problèmes de logement, les problèmes d'accès à la santé, d'obésité, etc. Mais il y a des différences indéniables dans les stratégies et les résultats. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir des fondamentaux, d'être constant, mais d'être suffisamment ouvert d'esprit pour avancer avec quelques certitudes, mais aussi ne pas ignorer les connaissances nouvelles. Et ça, c'est le plus difficile. J'ai repris un très vieux bouquin de management stratégique qui donne en fait les barrières que l'on peut se mettre, les filtres. Le premier, c'est celui de la surveillance, c'est-à-dire on a les signaux faibles. On a des patients, on pensait qu'ils avaient des grippes bizarres très fortes cette année, en février-janvier. On a des radios qui sont suspects, mais ces petits signaux, on les laisse passer, on ne les voit pas. Après, on a le filtre mental des gens qui reçoivent, qui analysent, et c'est le plus difficile, c'est-à-dire en général, on raisonne sur la base de ce qu'on connaît et notre système est organisé pour penser vers ça. Et après, vous avez les filtres du pouvoir, c'est-à-dire celui qui décide ce qui va l'ennuyer dans sa décision, il va l'ignorer le plus longtemps possible. On peut le voir très bien, là c'est la transmission asymptomatique, l'illustre, c'est la pub du BMJ de mars, il y en a eu plein d'autres avant, mais rien que celle-là, quand elle arrive, elle est assez claire sur la transmission asymptomatique. Moi, je la vois et je dis pas oui, c'est certain. Je me dis, ouais, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Et en fait, cette façon de ne pas être assez ouvert sur les nouveautés vous fait perdre encore 2 semaines avant de promouvoir le masque grand public. Faites ce test, là, cette publication qui est passée il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais interpellé sur Twitter pour donner mon avis. Alors déjà, vous verrez que les gens qui tweetent, même les scientifiques en général, n'ont pas lu l'article. Donc c'est voilà, une histoire de transmission basée sur le hamster. Donc si vous êtes amoureux des animaux et sans spoiler la fin, ça finit mal pour les hamsters. Mais vous verrez qu'il y a plein de choses fascinantes dans cette étude, mais que selon sa pensée initiale, on a toujours tendance à ne considérer que les éléments qui vont plutôt vers votre pensée initiale, que vous ouvrir l'esprit vers d'autres choses de nouveau. Il faut quand même croire à des fondamentaux. Je salue au passage Anne, Noira et Olivia qui ont porté en 2017 ce document sur les précautions standards de la SF2H qui était quand même précurseur. On avait l'hygiène respiratoire qui était inclus dans nos précautions standards. Bon, en 2 ans, on n'a hélas pas eu le temps de le diffuser et de le faire appliquer. C'est surtout ça qui nous pose problème aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un niveau d'hygiène de base suffisant. Après, il faut éviter les pièges et c'est pas facile. En période de pénurie, par exemple pour les masques, on est repassé
d'une stratégie FFP2 qui était celle envisagée sur les émergents non connus vers du chirurgical. Et forcément, en période de pénurie non affichée, on a eu beaucoup de problèmes avec ça et on le paie encore toujours entre guillemets en défiance autour de ça. Donc, même un fondement scientifique peut deux fois tomber de façon inappropriée. Donc, ce qui n'est pas facile dans le contexte de pénurie qu'on a eu et globalement, c'est être transparent. On ne sait pas trop faire en général. L'indépendance scientifique est un phénomène capital. L'expertise scientifique, c'est quoi? C'est confronter du savoir et de l'expérience. Et la grande difficulté, c'est d'éviter la négociation. Et dans les périodes de crise et de choses tendues, le demandeur a toujours tendance à vouloir négocier un peu pour essayer d'obtenir la réponse qu'il attend. Mais ça, c'est un phénomène complexe qui n'est pas que français. Donc après, il va falloir faire un raisonnement. Et on l'a vu aussi, hein, toutes ces pertes de repères, ces complexités, ces changements sont aussi très difficiles pour ceux qui sont dans des OH sur le terrain. Vous l'avez vu, vous avez quand même connu des confrontations et des situations qui sont difficiles avec parfois de la souffrance, de la démotivation autour de ça. Il a fallu être créatif, ça c'est le jardin d'une de nos anciennes administratrices de la SF2H pendant la période de confinement. Donc on s'est mis en France à inventer quand même le phénomène de masque barrière, le qualifier, on a une norme AFNOR et on a pu quand même, à partir plutôt d'un déficit dans ce domaine, devenir plutôt en avance dans ce secteur. Donc on a su réagir. L'anticipation est capitale et on voit bien que quand on n'anticipe pas dès le début, après on est toujours en retard et on subit. Alors en rugby, c'est plus ou moins facile, il faut être doué pour anticiper, mais forcément pour anticiper, il faut avoir des gens qui sont détachés à ça. On ne peut pas à la fois gérer la crise et anticiper ce qui va venir, c'est pas possible. Donc, et en plus, il faut penser librement, sortir du champ conventionnel. Donc c'est vraiment une dimension à part. Alors j'ai repris un enseignant de l'ENA qui parle en particulier de l'exemple de John Fitzgerald Kennedy. Donc une première fois, il s'est planté dans la baie aux cochons, c'est-à-dire c'est un débarquement raté des Américains à Cuba, parce que tout le monde pensait la même chose que lui, il faut y aller, on y allait, on s'est planté. Et la deuxième fois, quand il y a eu les missiles russes à Cuba, il a changé de stratégie, donc il a créé sa force de réflexion rapide en obligeant deux groupes à penser différemment. Sinon, il y a l'effet de groupthink, c'est-à-dire que tout le monde pense la même chose et on arrive toujours aux mêmes stratégies. Donc, il faut vraiment avoir une pensée ouverte, envisager toutes les solutions, même les plus farfelues, pour pouvoir être dans l'anticipation. Et c'est tout sauf facile. Il faut être organisé pour ça, avec des gens plutôt issus des sciences humaines que des scientifiques médicaux. Après, convaincre et comprendre, c'est difficile. Alors, comprendre de mieux en mieux. Maintenant, je veux dire, tout le monde peut suivre en direct l'épidémie, son évolution. On a Covid Tracker. Vous pouvez même suivre les croissances ou l'inversion des croissances au fur et à mesure des indicateurs. Donc, on peut tous avoir une vision de ce qui se passe. On voit que c'est complexe quand même. Au départ, on se dit il y a une vague, il y a deux vagues. Ce qui se passe maintenant, nous, on est plutôt sur un plateau haut. Vous voyez l'Irlande, ce pic énorme instantané, ça devient extrêmement difficile d'être dans des prévisions avec toutes les évolutions qu'il y a. Et quand on verra le film tout à la fin, on se dira que c'était quand même quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les interventions non pharmaceutiques, on en a étudié pas mal. Alors, au départ, on a pu prendre les plus isolés. On a vu que réduire les manifestations qui regroupent beaucoup de personnes, c'était très efficace. Après, la difficulté, c'est que tout arrive en même temps. On a quand même pu modéliser que si on n'avait pas confiné, au lieu d'avoir 25 000 morts dans la première vague, on aurait plutôt eu 720 000. On voit bien, c'est du modèle, mais qu'à un moment donné, il fallait stopper et on n'avait qu'un moyen qu'on n'avait jamais utilisé, qui était le confinement absolu pour être vraiment efficace. On connaîtra de mieux en mieux les interventions non pharmaceutiques dans le futur. On commence à les étudier, à les modéliser, à voir ce qui va. C'est pas évident dans cette étude chinoise qui est assez récente et qui est bien faite. C'est la combinaison de trois choses qui est la plus efficiente: la distance sociale, la quarantaine et le masque obligatoire. On voit bien que rajouter des éléments donne plus de choses. Mais la difficulté, c'est souvent des mesures qui ont été mises en place de façon très rapide ou très rapprochée, et faire la part de chacune des composantes est difficile. Santé publique France a essayé de regarder sur nos dernières courbes ce que donne un confinement, ce que donnent ceux qui ne sont pas confinés. C'est difficile de voir exactement. On voit bien qu'il y a un impact, il est parfois décalé. Est-ce que tout est lié au changement de stratégie? C'est difficile, mais on peut monitorer, expliquer. Et je pense que les modèles qu'on fait et qu'on va faire sont de plus en plus précis pour expliquer ça. On est capable de nous suivre à la trace en tant que Français. On a vu évidemment la différence de mobilité. Quand on est confiné au départ, première vague, on diminue. Puis après, on nous relâche, on va dans les parcs un petit peu. Puis après, on nous relâche ou on nous confine un peu moins et ça fluctue. Et c'est évident qu'on réduit les contacts sociaux au gré du degré de confinement. Après, le respect des gestes barrières, c'est différent. Si on regarde que la courbe bleue, qui sont les masques, au départ, personne n'en porte, c'est normal, c'est pas préconisé. Puis après, ça va devenir à la fois préconisé et accessible. Et on va avoir un niveau d'adhésion au masque qui est quand même très élevé. Alors, on peut toujours discuter
de plus ou moins performants, mais on arrive à un niveau très fort. On est parti de zéro, on l'avait jamais fait. On arrive à des 80%. Alors, il y a des méthodes plus ou moins agressives. Je vous ai fait un petit gif sur la méthode mexicaine. J'espère qu'il va marcher. Vous allez voir, c'est court, mais c'est illustratif. Donc, la bonne baffe, ça peut calmer tous les autres. Il y en a eu 5 minutes comme ça. Alors, je pense que chez nous, ça ne marcherait pas trop, hein, mais c'est une stratégie. Après, on a le problème de l'hygiène des mains. Elle est autodéclarée. Donc, les gens disent on fait des efforts, mais c'est un effort qui stagne, voire qui diminue, hein, autour de 70%. Et c'est évidemment beaucoup surestimé par rapport à la réalité. Alors, nous, on a fait des choses qui essaient d'encourager les gens à se désinfecter les mains en sortant du tram, du métro, des supermarchés. On le voit bien en France, quand il y a quelqu'un qui est à l'entrée, qui contrôle, qui vous dit bonjour et qui vous attend devant la solution hydroalcoolique, tout le monde se désinfecte les mains, sinon ils sont rattrapés. Quand il y a juste la solution hydroalcoolique, tout le monde passe à côté. En France, on est toujours entre deux eaux, c'est-à-dire on a obligé les gens à avoir des solutions hydroalcooliques, on a dit que leur usage était obligatoire, mais que le contrôle de l'usage était optionnel. Et c'est pour ça qu'on ne réussit pas et on ne croit pas assez dans les mesures de prévention. Je suis sûr que rien qu'en faisant ça plus, on gagnerait beaucoup sur l'épidémie. Après, il y a quand même des bénéfices secondaires. On a amélioré l'hygiène de façon spectaculaire. Vous voyez là, les bronchiolites, on n'en a pas cette année hein, par rapport aux années précédentes. Donc, ça veut bien dire, bon, les nouveau-nés n'en ont pas conscience, mais ils nous remercieront dans les années futures quand ils auront grandi. Mais on a bien réussi à maîtriser le maladie infectieuse. La grippe, on n'en a presque pas. Les gastro ont plongé. Il y a quand même un effet, au-delà de la compétition entre virus, qui a celui des mesures barrières renforcées qu'on espère garder dans le futur. Limiter les pertes de chance, c'est pas facile. Là, c'est une publi anglaise qui vient de paraître. Vous voyez, dans la courbe rouge, c'est la chute des coloscopies en Angleterre sur la période. Donc, ça veut dire qu'il y a tous ces gens-là, cette aire sous la courbe inverse, qui ont été pas faits, donc autant de cancers non diagnostiqués et retardés. On revient juste au niveau, il faudra rattraper tout ça. Donc, on sait qu'on aura un bilan assez lourd de ça. Donc, la première fois, on a fait ça. On a dit c'est pas la bonne chose, on a changé. Mais on a géré des filières Covid et non Covid. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un nombre de clusters nosocomiaux énorme. On en avait assez peu au premier cas. Là, on en a sans arrêt dans les établissements de santé. Et là, c'est que une sous-déclaration qui est très importante. Mais on a vu qu'on n'était pas capable de contrôler totalement les deux filières. Il y a une publi du GHI qui dit qu'il n'y a pas un impact sur la mortalité qui vient de paraître, mais enfin, ça peut se débattre quand même. Pourquoi ça? Et c'est pas facile. Donc, nous, on a essayé de faire une analyse des causes dans le CPIAS Nouvelle-Aquitaine pour regarder quelles sont les causes immédiates. On en voit un certain nombre, tant en EMS qu'en EHPAD, chez les professionnels, les patients, les résidents. On a vu les causes profondes qui sont plutôt pourquoi ça arrive, hein, la baisse de vigilance, la sous-estimation du risque, les visiteurs qui arrivent et qui sortent le masque dans la chambre des patients et qui embrassent la famille, etc., etc. Et dans l'institution, le manque de culture de sécurité, la charge en soins, un certain nombre de choses que l'on a vues. On a des préconisations, mais c'est extrêmement difficile. Tout le monde sait que pendant les pauses des professionnels, il y a des contaminations. On n'arrive quand même pas à maîtriser complètement ces secteurs-là. Et il y a des relâchements. Là, récemment, on a eu un EHPAD, ils ont souhaité, ils avaient appliqué parfaitement les mesures, mais ils ont souhaité l'anniversaire d'une résidente. Elle avait une PCR négative au retour de Noël chez elle, à l'EHPAD, mais elle était en incubation. Au final, tous les résidents ont été contaminés. Donc, les failles dans le système sont effectivement extrêmement désagréables en termes de résultats. Après, il faut résister à la pression et c'est pas facile d'avoir des convictions et de se dire on suit un objectif. On sait bien que dans le monde où tout est pied à chaque instant, le décideur sera châtié quoi qu'il fasse. Mais pour autant, il vaut mieux avoir une stratégie et s'y tenir que définir sa stratégie par rapport aux coûts qu'on va prendre ou en anticipant les coûts qu'on va prendre. Elle sera toujours moins performante. Les fake news pullulent. Là, c'était la première auquel j'avais répondu dès février, où on retrouvait des bons vieux souvenirs SF2H que Bruno a repris après avec les fake news nouvelles, avec la team du conseil scientifique. Il y en a eu des centaines et des centaines décuplées à un niveau pharaonique. Après, on est dans un pays spécial qui est les Français. Le CEVIPOF a fait des études très intéressantes. Hein. La défiance dans les décideurs est majeure. Et donc, les gens y croient dans leur mère, dans les médecins et les scientifiques. Donc, c'est ceux-là qui doivent essayer de porter les messages et faire évoluer les choses. Et c'est quand même pas facile. Et vous voyez, les médias, ils sont dans le plus haut niveau de la défiance, même s'ils sont regardés. Faire des choix éclairés, c'est le plus difficile. C'est-à-dire qu'on a un peu guidé nos choix par l'immédiateté, les conséquences immédiates. Penser ce que vont donner les conséquences de nos choix, en particulier économiques, n'est pas évident. Vous voyez que les conséquences sont variées. La France, on a eu à la fois une très forte chute du produit intérieur brut, un impact économique énorme, et dans la première vague, un impact santé qui était moyen. Mais par contre, vous pouvez regarder là
la combinaison entre le niveau de confinement et le niveau de chute de PIB, en France, c'est là qu'on a le plus confiné drastiquement et on a perdu en économie de façon la plus forte. Et évidemment, on n'est pas capable de modéliser ou de comparer le mort qu'on évite aujourd'hui avec les conséquences sur le système de santé et les morts dans 10-15 ans, mais forcément, c'est des dimensions qui existent et qu'on ne peut pas occulter, surtout avec le terme qui se poursuit. On peut même suivre, si vous voulez, le PIB en direct, il y a le PIB tracker sur l'OCDE. Et vous voyez pour la France, avec une chute très forte du PIB, et la couleur et l'intensité de la couleur, plus c'est sombre, plus le confinement est strict. Donc on voit bien, évidemment, plus le confinement est strict, plus le PIB chute. Et il peut y avoir des approches différentes selon les pays. Il y a des pays qui ont beaucoup plus travaillé que nous. Par exemple, les Allemands continuaient le bâtiment, là on l'a arrêté complètement pendant le confinement. Après, Odile Launay l'a très bien rappelé, mais il faut réussir sa campagne vaccinale. On n'a pas grand-chose de plus. Si Israël est en premier, c'est pas anodin. Je me souviens quand à l'OMS, on avait le groupe recommandation sur la prévention des carbapénémases, le collègue israélien, il a dit, nous, quand un ennemi nous attaque avec une arme, on répond toujours avec une arme plus forte. C'est très militaire, mais c'est comme ça qu'ils ont géré la vaccination. Sur le marché, ça a été les plus agressifs sur les commandes. Un an avant les autres, tout de suite, ils se sont positionnés pour acheter et acheter même plus cher que le marché. Mais à la fin, ils ont décliné, ils ont un plus petit pays, mais le résultat est évidemment extrêmement différent par rapport aux autres pays internationaux. Qu'est-ce que réussir une campagne vaccinale? C'est appel évidemment, il faut des approvisionnements, mais c'est au fonctionnement. Il y a cet article allemand qui est très bien. Le premier, quand même, et c'est la règle d'or, c'est-à-dire de rendre le chemin le plus facile possible à ceux qui ont envie d'être vaccinés. Dès que vous mettez des obstacles dans la vaccination de ceux qui souhaitent être vaccinés, votre vaccination sera plus complexe. Vous aurez, peut-être pas ici parce qu'on n'a pas beaucoup de doses, mais dans d'autres, on l'a vu avec la grippe, des doses résiduelles à la fin, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors on essaie de relever, la plupart des choses sont proposées, mais cet accès facile au plus grand nombre, c'est primordial. Évidemment, quand on est en pénurie, c'est compliqué. La stratégie HAS a deux volets. On a vu le premier sur les priorisations. Il y en a un second qui intéresse beaucoup moins, mais qui est assez bien fait. C'est comment réussir sa campagne vaccinale. Et il est extrêmement bien développé dans le document HAS parce qu'il y a un spécialiste dedans des sciences sociales et de l'expérience grippe H1N1. Mais voilà, il faut s'inspirer de ça le plus possible. Je crois que c'est ça qui est notre guide. Investir dans la recherche, c'est aussi très important. L'Europe a fait énormément. J'ai fait un petit point suite à une audition européenne sur tout ce qui a été fait en Europe. Bien sûr, on a soutenu BioNTech à 100 millions d'euros, mais on a fait énormément de choses. Et vous pouvez aller voir sur le site de l'Europe tous les projets qui ont été développés, les industriels qui ont été financés, par exemple avec le robot désinfecteur vapeur, et tous les projets de recherche de réseau qui se sont créés autour de ça. Il y a évidemment une dynamique qu'il faut poursuivre, mais qui est intéressante. Donc, je dirais en conclusion qu'on peut rester optimiste, puisqu'au pays de Jean de La Fontaine, la tortue triomphe toujours à la fin. Et si vous avez envie de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, je vous conseille ce livre qui est tout à fait remarquable sur les aspects historiques de l'organisation de notre système de santé, de notre société, de notre économie, et qui donne un peu de perspective pour le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Un survol des stratégies dans toutes les dimensions possibles. C'est passionnant, mais merci beaucoup. C'est même une grille de lecture, hein. C'est une grille d'analyse des stratégies qui sont développées. J'ai essayé pour vos camarades. Non, effectivement, l'exercice est pas facile parce que finalement, on peut difficilement inventer quelque chose de bien neuf, comme tu l'as dit, hein. Et ton exposé qui donne vraiment une grille de lecture, j'ai envie de dire, c'est presque une checklist d'évaluation d'une politique, une stratégie nationale qui peut être développée. Et c'est vrai que on touche à tous les niveaux de strates, à la fois du décideur, mais jusqu'à l'effecteur final, hein, par rapport à tout ça. J'ai envie de dire, mais nous, hygiénistes, quel est notre pouvoir finalement là-dedans en termes de bottom-up pour notre décideur, à part d'exécuter, notamment aujourd'hui, quand on est pollué par à la fois les fake news et la morosité environnante et parfois, j'ai envie de dire, certaines démobilisations dans les services qui n'en peuvent plus, vu que c'est comme un marathon, hein, un marathon qui dure
depuis des mois. Donc, nous, on voit arriver des mails d'équipes qui sont un peu effectivement désemparées. Et j'aime bien quand tu dis résister à la pression. Enfin, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple tous les jours hein, par rapport aux équipes de terrain. Donc, l'axe principal, c'est résister et vacciner, quoi. Bah, je crois que déjà, il faut être fidèle à nos convictions, quoi. Se dire que le niveau d'hygiène des mains, quand tu as un ICHA à 40%, c'est pas bon. Et qu'il y a de la transmission sans arrêt. Même si les gens n'y croient pas, même s'ils trouvent ça désagréable, c'est quand même une réalité, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau de la population générale. Donc, ne jamais baisser les bras. Alors après, on a notre niveau d'action, mais au moins ne pas renoncer sur ces messages-là, ça c'est évident. Et améliorer, chaque fois qu'on peut gagner un peu, on le gagne. La vaccination, aujourd'hui, on a vu quand même que sur l'hygiène des mains et sur les fondamentaux de prévention, on n'arrive pas suffisamment à être performant pour éviter les clusters et la diffusion. C'est comme ça, on aimerait, on en rêverait. On sait que les mesures barrières, si elles étaient appliquées partout, ça marcherait, mais ce n'est pas le cas. Donc la vaccination offre évidemment un espoir majeur, il faut la réussir. Et on peut la réussir déjà qu'avec les gens qui ont envie. Il y a plein de gens qui ont envie. On a plus de gens qui ont envie que de doses. Hein. Donc je veux dire, il faut y aller. Quoi. Il n'y a pas de souci. Quoi. Sarah, est-ce que tu as des questions qui arrivent par le chat? N'hésitez pas à en poser. Hein, c'est vraiment le moment de questionner nos orateurs. Hein. Alors j'ai une question pour toi, Pierre, éventuellement. Tu as assez peu parlé du contact tracing. Il y a eu des politiques assez différentes selon les pays. Ça fait partie un petit peu de la stratégie avec un regard qui était, est-ce que je cherche les personnes avec qui j'étais en contact à partir du moment où j'étais contagieux, où j'essaie de remonter la stratégie qui cherche à remonter un petit peu dans le temps. Il y a un papier tout à fait intéressant sur ce sujet. Et est-ce que vous avez un petit peu réfléchi au sein de la commission de l'IDPT sur cet aspect-là? Bah, si tu veux, je pense que le contact tracing rétrospectif, il est très important. Singapour, il faisait du contact tracing rétrospectif, donc remonter dans la vie du cas pour savoir où il a été contaminé pendant 14 jours. Mais il faut quand même une organisation, un niveau d'efficacité d'intervention qui est énorme. Il faut le faire d'emblée, être fort et efficace d'emblée. Plus tu vas laisser ton épidémie échapper, plus ça va devenir impossible de faire ton contact tracing. Donc, que les gens qui ont réussi se sont dotés de moyens technologiques forts. Alors après, c'est souvent des pays d'Asie qui ont une culture différente et des fois avec un seuil démocratique qui n'est pas tout à fait le même que nous, c'est-à-dire des choses beaucoup plus inquisitrices. On peut suivre les cartes bancaires, les téléphones, aller chercher les gens chez eux dans certains pays. Donc des choses qui seraient moins acceptables dans notre société, mais à mon avis, c'est efficace si on a les outils et si on se donne les moyens d'emblée d'y arriver. Ce qui n'a pas été réussi quand même dans la plupart des pays plutôt de l'Ouest. Et les exemples positifs, c'est l'Asie. Oui, complètement, ouais. Et est-ce que ça vaut le coup de continuer, je vais être provoque, hein, ça vaut le coup de continuer contact tracing avec ce qui se passe actuellement? Bah, déjà, alors moi, j'ai pas idée exactement de tout ce qui se déroule exactement. Je pense que déjà maintenant, on est revenu sur le contact tracing du nouveau variant. C'est-à-dire, on essaie d'attraper les nouveaux variants et d'être le plus actif possible. On est revenu sur une épidémie dans l'épidémie qui te dit que ça, voilà, ça pourrait être utile, mais là encore, ça va aller vite, ça va aller très vite et peut-être trop vite, quoi. Donc, au niveau national, c'est plus ça qu'on met en avant quand même de façon la plus forte, quoi. Mais ça vaut toujours évidemment le coup. Et à la limite, ce qui est le mieux, c'est que la population adhère, c'est-à-dire qu'ils soient au courant, l'appli qui t'informe, tu t'auto-isoles, etc. C'est ces choses un peu spontanées, plutôt que d'attendre d'avoir le coup de fil, etc. Bon, je crois que notre système a progressé, mais le virus progresse plus vite que notre système, il faut quand même le reconnaître. Toujours dans cette même logique, le taux d'adhésion à l'époque à Stop Covid était quand même un petit peu j'ai du mal à le qualifier. Pour avoir vécu dans un pays voisin un autre système qui lui était suivi par très mal suivi d'après les autorités sanitaires, mais suivi par 20% de la population qui avait chargé l'application et qui l'utilisait en routine. Je crois qu'en France on était à 2%, donc c'est presque Ouais. catastrophique. Après, tous anti-Covid est passé à 12 millions maintenant, donc c'est bien. On a le projet de faire comme ils font à Singapour, c'est-à-dire de multiplier les possibilités, c'est-à-dire tu as l'appli, mais aussi tu te bornes si tu vas au resto, un jour on pourra retourner au resto. Je crois qu'il faut multiplier les outils et les possibilités pour pouvoir être efficace, hein, c'est ça l'idée.
C'est clair qu'il faut souvent plusieurs faisceaux de choses, enfin des bundles entre guillemets qui marchent aussi au niveau populationnel, hein, ça c'est clair. Mais on a quand même l'impression que cette durée dans le temps, cette évolution longue qui un peu touche au moral des troupes, avec souvent ce qu'on entend des gens qui veulent contre parce qu'ils en ont marre entre guillemets, et qui du coup s'organisent leurs petites soirées où finalement ils y croient plus trop. Enfin, c'est pas facile de communiquer pour maintenir. On a l'impression que malgré tous ces mois d'évolution d'épidémie, il faut encore convaincre, il faut encore expliquer les choses et qu'on n'a jamais fini de. Enfin, parce qu'on s'étonne naïvement, ils sont toujours au courant. Je pense que le message est pas forcément si simple. Nous, c'est simple, on comprend les choses, mais dans le grand public, il y a beaucoup de confusion sur entre qu'est-ce qui se transmet par les mains ou pas. Et puis, il y a ceux qui vont faire les masques, mais que les masques, et le reste, ils tombent. C'est pas évident de faire passer 3 messages associés et de dire aux gens, il va falloir respecter ça de façon organisée. Et en plus, le virus, il est quand même assez transmissible. Donc, quand il y a des failles, ben, ça passe. Mais je pense qu'on n'a pas atteint le niveau de sensibilisation et d'information suffisant. C'est pas simple, hein, pour que les gens comprennent la transmission. Et comme les messages quand même sont multiples, très contradictoires, l'esprit des gens reste assez embrouillé pour moi. Hein. Et tu le vois autour de toi, il y a toujours quelqu'un qui te dit, voilà, là j'ai fait ça, je suis allé au resto en Espagne, mais c'est pas très grave, on n'était que 3, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que j'ai respecté, mais j'ai fait un petit écart, mais et des fois le petit écart, c'est celui de l'EHPAD où tu fais ton anniversaire et tu as tout l'EHPAD qui est contaminé, quoi. Et c'est ça qui est pas facile, c'est de se dire que t'as pas trop droit à l'erreur dans l'application des mesures. C'est ça qui est compliqué. Et dans la durée, je trouve que les gens sont plutôt observants parce que ils subissent quand même beaucoup. Pierre, tu nous as montré un graphique que je trouvais assez passionnant, qui était l'évolution de l'adhésion. C'est Santé publique France, hein, avec les équipes d'anthropologues et de sociologues qui suivent cela. L'évolution de l'adhésion aux différentes mesures de prévention, on a vu que le masque a augmenté et reste maintenant à un niveau très élevé. Donc, il y a une forme d'adhésion forte qui se maintient sur le masque, alors que l'hygiène des mains, qui était peut-être plus connue déjà à l'époque, est restée à un niveau faible et a tendance à diminuer. Il y a probablement aussi des effets qui sont en partie liés à l'affichage du respect de la mesure. C'est-à-dire, autant porter un masque, ça se voit, donc j'adhère aux mesures de prévention et je le montre. Et j'ai peut-être aussi le regard croisé des gens que je vois et qui jugent du coup mon comportement comme un comportement adapté, alors que l'hygiène des mains, c'est un geste un peu plus facile, discret, rapide, et si je ne le fais pas, ben, ça se voit pas trop. Non, tu as tout à fait raison, puis c'est plus répétitif aussi. Mais je crois que globalement, c'est des messages qui ne sont pas assez portés, quoi. On ne croit pas assez dans l'efficacité de cette mesure comme élément clé de la prévention en complément du reste. Sinon, tout industriel, en fait, tout commerçant contrôlerait ça à l'entrée et sortie pour pas avoir un confinement complémentaire, si tu veux. Si personne ne le fait ou s'il y en a 1 sur 20 qui le fait, c'est parce qu'on se dit que c'est une obligation de plus, mais on ne croit pas vraiment à l'efficacité de la mesure. Et quand tu mets, moi je vois, le distributeur dans mon supermarché, si tu veux, il est magnifique, il est automatique, mais personne s'y arrête, quoi. Alors, quand tu t'y arrêtes, tu as toujours quelqu'un qui fait par mimétisme qui vient derrière toi, tu as une petite file, et après, samedi, il était en panne, il n'y avait rien à la place. Donc ça montre bien que c'est quand même pas un geste pour lequel on se dit c'est vital de faire ça, quoi. Je pense que ça, on n'a pas réussi à le gagner toujours. On a du mal à l'hôpital, mais on a du mal dans la communauté aussi. Et je pense que globalement, même nos décideurs, même etc., ne sont pas convaincus assez de l'importance de ces gestes-là. Ouais. Ok, je vois que l'heure tourne. Je Oui. vous propose de clore un petit peu ce webinaire. Alors, une information, nous étions au pic du webinaire, plus de 270, 273 à être présents. Bon, ça a baissé, maintenant vous passez à 263, mais Joli. ça Merci à reste quand tous. même un très joli score. Donc vraiment un grand merci à nos 2 experts, Odile, Pierre, un grand merci. Je crois que vous avez éclairé de façon importante et puis vous avez apporté des éléments de réponse. J'avais plein de questions sur la vaccination qui m'avaient été posées avant,
mais Odile t'y a répondu. Donc, je n'allais pas te les reposer derrière. Pierre, tu nous as fait un survol des stratégies avec justement ce regard un peu visionnaire de ce qu'il faudrait faire. Et comme cette crise n'est pas finie, même si la vaccination va s'amplifier, on est bien conscient que les premiers mois de l'année 2021, j'ai entendu dire qu'on n'attendrait pas d'effet de la vaccination en santé publique de façon majeure avant le début du second semestre 2021. Voilà, ça nous donne un petit peu de marge pour voir les choses évoluer, mais c'était important qu'on puisse partager un petit peu cela. Je voudrais vous remercier toutes et tous qui avaient participé à ce webinaire. Alors maintenant, vous le savez, ça devient un petit peu une habitude. L'enregistrement de ce webinaire sera mis en ligne sur le site sf2h.net. Donc vous pourrez le consulter. N'hésitez pas à le partager. Je crois que plus on aura d'occasion d'échanger autour de ces sujets, plus on aura de chances de faire passer un petit peu des messages autour de la prévention. Et je suis assez heureux que ce webinaire finalement avait une grande dimension santé publique. Les stratégies de vaccination, d'abord la vaccination dans ses aspects techniques, mais aussi les stratégies de vaccination, et puis une vision encore plus santé publique de stratégie de contrôle d'une épidémie à une échelle que nous n'avions jamais vue et que j'espère on ne reverra pas trop souvent. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous, et je propose de clore ce webinaire. Merci à mes complices Sarah et Thierry dans l'animation de ce webinaire. J'ai pas de date, j'ai pas de thème exact, mais je n'ai aucun doute sur le fait que le conseil scientifique saura nous proposer dans les semaines qui viennent d'autres occasions d'échanger, de partager à l'occasion de webinaires. Merci beaucoup, passez une très belle soirée et à très bientôt, au plus tard au congrès de la SF2H. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Odile, merci beaucoup Pierre, merci Sarah, Bonne merci soirée. À Thierry. bientôt. À très bientôt.